Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vraiment se plonger dans la chronique d'une chute annoncée, les derniers jours du régime d'Alpha Condé en Guinée. Et pour nous guider, on a un document assez exceptionnel, des extraits d'un livre témoignage de Thibou Camara, qui était à l'époque ministre d'État, donc au cœur même du réacteur. C'est ça. Ce n'est donc pas une analyse à froid, hein. C'est un récit vécu de l'intérieur, dans les coulisses du pouvoir. Exactement. Et notre objectif, c'est de comprendre comment un régime qui, de l'extérieur, semblait encore solide, comment il a pu s'effondrer comme ça, en quelques heures à peine, le 5 septembre 2021. On va essayer de décortiquer l'atmosphère, les intrigues et surtout les avertissements qui ont été ignorés. C'est d'une plongée qui est fascinante dans la psychologie même du pouvoir. Le livre dresse le portrait d'un système qui en réalité était déjà en état de mort cérébrale, bien avant le coup d'État. Ah oui. Oui, l'appareil d'État fonctionnait en apparence, mais les fondations, elles étaient complètement rongées. Et tout semble commencer par la personnalité du chef, le président Alpha Condé. L'auteur nous donne une clé de lecture dès le départ, avec une citation que Condé aimait répéter. C'est une référence à Staline qui fait un peu froid dans le dos. Je n'ai confiance en personne, pas même en moi. Voilà. Cette phrase est terrible. Terrible. Parce qu'elle installe un climat, ce n'est plus la prudence d'un homme d'État, c'est une paranoïa maladive. Le livre décrit un président qui voit des complots absolument partout. Partout. Il est obsédé par l'idée d'une cinquième colonne au sein même de son gouvernement, de son administration, de son armée. Sa méfiance, elle n'est pas tournée vers l'opposition, non, elle est tournée vers ceux qui sont censés être ses plus loyaux serviteurs. Et c'est là qu'on tombe sur le paradoxe central de toute cette histoire. Cet homme, qui se méfie de tout et de tout le monde, va pourtant ignorer une série d'avertissements extraordinairement clairs. C'est presque de l'aveuglement volontaire. Le livre donne un exemple très concret. Ça vient du ministre du budget de l'époque, Ismaël Dubaté. D'accord. Ce dernier, il est approché discrètement par des membres de la garde présidentielle. Les hommes en charge de la sécurité du président lui-même. Eux-mêmes, ils sont inquiets. Et que lui disent-ils ? Ils lui signalent des mouvements suspects autour du chef d'état-major général des armées, le général Namori Traoré. Et ils ont remarqué un détail crucial. Lequel ? La sécurité rapprochée de ce général n'est plus assurée par l'armée régulière. Mais par des hommes des forces spéciales. Exactement. Le message que ces gardes transmettent, il est sans équivoque. Un projet inavoué est en préparation. C'est un signal d'alarme gigantesque. On ne peut pas être plus clair. Donc un ministre transmet cette information capitale au président paranoïaque, et la réaction ? Une réaction étonnamment molle. Il écoute, mais il ne prend aucune mesure drastique. Il ne convoque pas le général, il ne le démet pas de ses fonctions, rien. Mais pourquoi ? Le livre suggère qu'il est pris dans un piège. Le piège classique de l'autocrate. Si vous virez votre chef de l'armée sur la base d'une rumeur, même si elle est crédible, Oui, vous risquez de provoquer vous-même la crise que vous cherchez à éviter. c'est ça. Vous avez l'air faible, paniqué, et vous pourriez déstabiliser toute la chaîne de commandement. Alors il choisit l'inertie. Dans le doute, oui. Major de l'armée de terre. Tout à fait. Diané va voir Condé et lui dit, en substance, « Monsieur le Président, je sens des velléités de déstabilisation. Je vous propose de renforcer immédiatement la sécurité autour du palais. C'est son propre chef de l'armée de terre qui tire la sonnette d'alarme. » C'est ça. Et l'ironie tragique, c'est ce qui se passe juste après. Condé, qui est inquiet, il partage cette info avec son premier cercle. Y compris le fameux général Namori Traoré, celui-là même qui est suspecté. Et que font-ils? Ils le rassurent tous. Incroyable. Ils lui disent que le général Diané s'inquiète pour rien, que tout est parfaitement sous contrôle, qu'il n'y a aucune menace. Et le président, l'homme qui se méfie de son ombre, il les croit. Il choisit de croire la parole apaisante de ceux qui sont au cœur des soupçons, plutôt que les alertes factuelles de ceux qui lui sont loyaux. C'est un cas d'école de dissonance cognitive. Il préfère une illusion de contrôle à une vérité qui dérange. C'est exactement ça. Cette méfiance généralisée envers son propre cercle a dû rendre les alliances politiques compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, compliqué. Le livre décrit un environnement où les égos surdimensionnés prennent le pas sur toute logique politique. Vraiment ? Absolument. La relation avec Sidya Touré, par exemple, qui était alors un allié politique majeur, est écrite comme une cohabitation pénible. Et ce n'est pas à cause de désaccords de fond sur la politique à mener. Pas du tout, non. Tout est question de prestige, de statut, de reconnaissance personnelle. Et cette fragilité, elle est parfaitement illustrée par cet incident à Moscou. C'est une histoire incroyable. La délégation guinéenne est sur place pour rencontrer Vladimir Poutine. Et tout déraille à cause d'une simple liste d'invités. C'est exactement ça.
Moment diplomatique clé. Une audience privée est organisée avec Poutine, mais le protocole russe est très strict, le format est restreint. D'accord. Sur la liste des quelques personnes qui accompagneront Alpha Condé, il y a le ministre de la Défense, celui des Investissements, mais pas Sidia Touré. Et pour lui, c'est une humiliation insupportable. Total. On peut voir ça comme un caprice, mais dans ce genre de régime, être vu publiquement aux côtés du chef, surtout face à Poutine, c'est la seule monnaie qui compte. Ne pas être sur cette photo, c'est une forme de mort politique. C'est précisément comme ça qu'il le perçoit. Le livre dit qu'il se sent déconsidéré et humilié. Sa réaction est Radical, j'imagine. immédiate et radicale. Il fait ses valises et il décide de quitter Moscou sur le champ pour rentrer à Conakry. Quoi? En plein sommet? Oui, il ne voit plus l'intérêt de rester comme un simple figurant. Imaginez le scandale diplomatique. Et c'est là que l'auteur, Thibaut Camara, doit jouer les pompiers de service? Il se lance dans une course contre la montre. Il court voir le président Condé, qui est déjà dans sa voiture, sur le point de partir pour le Kremlin. Il lui explique la situation. Condé est d'abord exaspéré, il trouve l'attitude de Touré puérile, Bien sûr. mais Camara insiste. Il lui explique que l'incident va faire les gros titres et affaiblir tout le monde. Finalement, Condé cède. Il fait appeler les services du protocole russe pour demander in extremis d'ajouter Sidia Touré à la liste. Et les Russes acceptent. Les Russes, pragmatiques, acceptent. La crise est évitée de justesse. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'elle ne porte sur aucune idée, aucune stratégie. C'est du pur théâtre de l'ego. Et c'est ce que l'auteur conclut. Il dit que leur relation était un mariage impossible, pas à cause de divergences politiques, mais parce qu'elle était minée par une compétition permanente et des susceptibilités à fleur de peau. Si les alliances les plus stratégiques sont aussi volatiles, on imagine l'ambiance au sein du cercle rapproché. Justement, si les alliances externes sont fragiles, le livre montre que les relations à l'intérieur du palais sont toxiques, carrément toxiques. Ah oui. Il y a un outil politique qui semble être utilisé couramment, la cabale. Le scandale monté de toutes pièces pour détruire un rival. L'arme de destruction massive des guerres de palais. Voilà. Et l'affaire Zénab Nabaya Dramé, une jeune et brillante ministre, en est l'exemple le plus édifiant. Tout commence de manière classique, par une suite dans la presse. Un article de journal qui lance une bombe. Il l'accuse d'avoir détourné plus de 200 milliards de francs guinéens, Une somme astronomique. conçu pour choquer l'opinion publique. La déflagration est immédiate. Le président est fou de rage. L'opinion publique s'enflamme. Les réseaux sociaux se déchaînent. La ministre est lynchée médiatiquement. Le livre la décrit comme étant anéantie, songeant à démissionner pour mettre fin au calvaire. La machine à broyer est en marche. Sauf que, comme le révèle l'auteur, tout est faux. Et derrière cette attaque, il n'y a pas un lanceur d'alerte, mais une guerre de clans au sommet de l'État. C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas une attaque directe, c'est une guerre par procuration. Le livre décortique les deux principales rivalités à l'œuvre. D'accord? Alors, qui contre qui? D'un côté, celle entre le puissant secrétaire général à la présidence, Kiridi Bangoura, et le Premier ministre, Kassori Fofana. Zénab Dramé est perçue comme une protégée du Premier ministre. Donc, en la faisant tomber, on affaiblit son mentor. C'est un jeu de billard politique. À plusieurs bandes. Car il y a une deuxième rivalité entre une autre figure de la présidence, Ibrahima Khalil Kaba, et le ministre de la Défense, le docteur Mohamed Diané. Qui est aussi un soutien de la ministre. Exactement. L'objectif est donc de la détruire pour isoler et affaiblir ses protecteurs. Elle n'est qu'un pion dans un jeu qui la dépasse complètement. C'est ça. Mais comment la vérité finit-elle par éclater? Comment l'auteur prouve-t-il que c'est une cabale? Par un travail de vérification très simple, presque trivial, que personne n'avait pris la peine de faire au milieu du scandale. Le projet dont les fonds auraient été détournés était financé par l'Agence française de développement, l'AFD. D'accord. L'auteur raconte qu'il a simplement fait passer un coup de fil à l'AFD pour vérifier. Et la réponse? La réponse est limpide et dévastatrice pour les accusateurs. Aucun euro n'a encore été décaissé pour ce projet. Pas un centime. Donc, un argent qui n'a pas été versé ne peut pas avoir été détourné? La logique est imparable. L'accusation repose sur du vent. C'est incroyable. La vérité est donc établie. Et la conclusion de cette sordide affaire est racontée par l'auteur. Lors d'un conseil des ministres, devant tout le gouvernement, Alpha Condé prend la parole et déclare sobrement « Je n'ai rien à reprocher à Zénab ». L'affaire est officiellement close. Mais le mal est fait, j'imagine. Le poison de la calomnie, même après la réhabilitation? Le mal est fait, absolument. La confiance est brisée. Même innocentée, une personne visée par une telle attaque reste marquée. Et pour les autres membres du gouvernement, le message est clair.
Oui, n'importe qui peut être la prochaine cible. Cela crée un climat de peur et de suspicion généralisée, où plus personne n'ose prendre d'initiative. Ça paralyse tout le système. C'est une nouvelle fissure dans un édifice déjà très fragile. Toute cette fragilité, cette paranoïa, ces guerres intestines, tout ça va cristalliser de manière dramatique le matin du 5 septembre 2021. L'auteur nous fait vivre cette journée de l'intérieur et le mot qui revient sans cesse, c'est la confusion. La journée commence par des tirs dans la presqu'île de Kaloum, le quartier administratif de Conakry. L'auteur, comme tout le monde, est réveillé par le bruit. Son premier réflexe, c'est d'appeler le ministre de la Défense, le docteur Diané. Et le ministre lui-même semble dépassé. Complètement. Mais il essaie de se montrer rassurant. Il parle d'une mutinerie, dit qu'il suit la situation, que des renforts sont en route. Le flou est total. Et puis il y a ce moment surréaliste, ce bref instant d'espoir. Le ministère de la Défense publie un communiqué officiel qui annonce que la garde présidentielle a repoussé les assaillants, que la menace est maîtrisée. On imagine le soulagement? Un soulagement de très très courte durée. Oui, car quelques minutes plus tard, c'est le coup de théâtre qui signe l'effondrement de l'État. Des journalistes qui ont reçu le communiqué appellent les services de communication du ministère de la Défense pour avoir des détails. Et là, Stupeur. Leurs interlocuteurs au sein même du ministère démentent l'authenticité du communiqué. attendez, le propre ministère de la Défense dément un communiqué. Du ministère de la Défense. Exactement. C'est le chaos absolu. C'est inimaginable. Le message est terrible. La chaîne de commandement a volé en éclats. Personne ne sait plus qui contrôle quoi, qui parle au nom de qui. L'État n'a plus de voix. Et c'est à ce moment-là que tout le monde comprend que le pouvoir est en train de basculer. C'est ça. L'effondrement est symbolisé par une phrase, une seule, rapportée dans le livre. Elle est absolument glaçante. Le Premier ministre Kassouri Fofana réussit à joindre au téléphone le chef d'état-major général des armées, Namori Traoré. Et il lui ordonne de faire sortir les blindés pour protéger le palais présidentiel. Et la réponse du général, laconique, surréaliste, est « Nos chars n'ont pas de batterie ». Nos chars n'ont pas de batterie, mais sérieusement, est-ce que c'est crédible techniquement qu'une armée nationale dans la capitale ait ses chars en panne de batterie au moment crucial? C'est la question à 1 million. Le livre la laisse ouverte, mais il y a 2 lectures possibles et les 2 sont catastrophiques pour le régime. Alors la première, Première lecture, c'est la vérité. Et c'est un aveu d'une impréparation et d'une incurie technique absolument terrifiante. Ça en dit long sur l'état de délabrement de l'armée. et la deuxième lecture qui est plus probable, C'est une excuse. C'est une manière polie, presque poétique dans son absurdité, de signifier la fin de partie. un code pour dire C'est terminé. L'armée régulière n'interviendra pas contre les forces spéciales de Mamadi Doumbouya. dans les deux cas, le résultat est le même. Le pouvoir est nu, il n'a plus aucune défense. Aucune. Et la fin, c'est cette image qui a fait le tour du monde, décrite par l'auteur, la vidéo du président Condé, hagard, décoiffé, arrêté, assis à l'arrière d'un pick-up militaire. Et le symbole est encore plus fort quand on sait où la scène se passe. Le véhicule traverse le quartier de Bambeto, qui est le bastion historique de l'opposition à son régime. Il est filmé sous les insultes, les huées, les apostrophes de la foule. C'est l'image ultime et cruelle du pouvoir déchu, la fin d'un règne. Au final, ce que ce témoignage nous apprend, c'est que ce coup d'État n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Loin de là. Ce n'est pas un simple acte de force venu de nulle part. C'est l'aboutissement logique et presque inévitable d'une lente désintégration interne. Une chute qui a été nourrie jour après jour. Par la paranoïa du chef, par les rivalités d'ego, par les guerres de clans, par un isolement progressif du pouvoir qui ne voulait plus entendre les mauvaises nouvelles. Le 5 septembre, les putschistes n'ont fait que pousser une porte qui était déjà grande ouverte. C'est exactement l'image. Le livre se termine sur une réflexion assez amère qui va bien au-delà de la seule Guinée. L'auteur observe dans les jours qui suivent la chute comment les mêmes élites politiques, économiques et médiatiques qui soutenaient ardemment Alpha Condé se tournent avec une facilité déconcertante vers le nouveau pouvoir militaire. Un cycle qui semble se répéter à l'infini. C'est une vision très cynique mais sans doute réaliste du pouvoir. Il décrit une forme d'opportunisme comme étant la seule véritable idéologie de cette élite. La loyauté est volatile. Elle ne va pas à un homme ou à un projet, mais à celui qui détient la force à l'instant T. Et cela amène l'auteur à poser une question fondamentale, et c'est sur cette pensée que nous allons nous quitter. Face à ce spectacle, il se demande: est-ce le peuple qui trompe constamment ses dirigeants en les acclamant avant de les maudire, ou sont-ce les dirigeants qui abusent systématiquement de la confiance du peuple avant de subir son châtiment?
Cette relation, qu'il qualifie de marché de dupes, où chacun semble tromper l'autre en permanence, est-il une fatalité dans la conquête et l'exercice du pouvoir? Voilà une question qui, malheureusement, résonne bien au-delà des frontières de la Guinée.